Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, on va parler d'interculturel sous l'angle de l'amour. J'accueille à mon micro une podcasteuse et pas n'importe laquelle. Pourquoi je dis ça ? Déjà parce que je suis très fan de son podcast, que j'écoute régulièrement. Ensuite, parce que clairement, je suis pas la seule. Ses écoutes se comptent en centaines de milliers. Je suis très heureuse de vous présenter Marie-Charlotte Danchamp, la créatrice du podcast Crush, qui nous raconte les premiers jours des histoires d'amour. Salut Marie-Charlotte. Salut Charlotte, ça va? Oui. T'as oublié de préciser que aussi tes parents sont passés dans le podcast. Ouais, mes parents sont passés dans le podcast. Ma nièce Emma écoute le podcast toutes les semaines. Ouais. Marie-Charlotte, est-ce que tu me ferais le plaisir de te présenter en quelques phrases, de nous raconter qui tu es avec tes propres mots? Je vais faire très très simple. Je suis une femme de 45 ans, maman de 2 enfants de 11 et 9 ans. Je suis effectivement l'heureuse créatrice et host de Crush, le podcast, un podcast que j'ai créé il y a presque 4 ans maintenant et qui est devenu mon activité principale. Et déjà, c'est pas mal pour c'est présenter. pas mal. J'aime bien commencer mes interviews en allant creuser un petit peu, en fait, d'où vient le rapport de mes invités à l'interculturel, au voyage, aux découvertes culturelles, etc. Alors, comme vous le remarquez, j'ai une voix complètement cassée. Mais non. Mais on est là quand même. Ton amour pour le voyage, est-ce qu'il te vient de ton enfance ? Comment c'est venu ? Alors avant, je pense qu'avant l'amour pour le voyage, il y a l'amour pour la richesse des cultures. J'ai grandi à Saint-Denis, dans le 93, au milieu des cités, dans des établissements scolaires hyper mixtes culturellement et socialement. J'ai fait ma scolarité j'ai quitté le Saint-Denis en première pour aller dans un lycée parisien. D'ailleurs, ce fut une catastrophe, mais bon, passons. Mais donc, du coup, j'ai fait ma maternelle, mon collège et ma seconde dans les établissements scolaires de Saint-Denis. Et j'étais la seule à m'appeler Marie-Charlotte, à être blonde, au milieu de plein de prénoms différents, colorés, de peau, de couleurs différentes, de traditions, de cultures culinaires, etc. différentes. Et moi, j'ai grandi complètement au milieu de ça. Et ça a évidemment forgé mon rapport à la différence, mon rapport à d'autres façons de faire, mon rapport à d'autres visions de la vie. Et je te disais que mon arrivée au lycée à Paris était une catastrophe parce qu'en fait, j'ai perdu tout ça et j'ai perdu beaucoup de repères. Et je me suis retrouvée vraiment comme une conne en première dans un lycée élitiste parisien où je me suis dit waouh, c'est pas le monde que je connais. Ouais. Et Choc après, culturel. ouais, choc culturel, exactement. Et ensuite, le voyage, il est vraiment, pour le coup, rentré par l'apprentissage de la langue de l'espagnol. Ah ouais. On a voyagé quand on était petit avec mes parents, mais mes parents se sont rapidement séparés et du coup, on bougeait en vacances, on bougeait en France. Tout petit, ils nous ont quand même emmenés avec eux en voyage ornitho, surtout parce que mon père est chercheur et en biologie et spécialisé en ornitho. Donc, on a fait quelques voyages en Irlande, en Écosse, dans les îles du nord de l'Écosse, en Islande pour observer les oiseaux quand on était tout petit. Et après, moi, le virus du voyage, vraiment, il est arrivé avec l'apprentissage de la langue de l'espagnol en LV2, tu vois, en 4e.
Et tu avais choisi espagnol parce que, Parce que je voulais ton pas faire amour est allemand. venu après? Ouais, c'est je vais Tout faire moi la même, simplement. hein. J'ai commencé moi l'allemand et après j'ai fait l'espagnol dès que j'ai pu. Ouais. Mais du coup, l'amour de l'espagnol t'est venu en apprenant Ouais. l'espagnol ou c'était un truc de: «Je veux Non, un jour apprendre vraiment, c'est la langue. OK. L'entrée, ça a été, la langue et je pense ma prof d'espagnol en 4e, Ouais, ça en joue vrai. beaucoup, hein. Plus un voyage scolaire qu'on a fait en Andalousie en 4e. Là encore, tu vois, les profs en banlieue, à cette époque-là, ils étaient mués par une vraie mission et une vraie vocation et emmener les élèves, 8 jours, faire la tournée, des sites, historiques incroyables, d'Andalousie. Moi, je trouve ça extra et en fait, moi, je suis tombée mais complètement amoureuse, de ce que j'ai vu là-bas, de toute l'histoire et toutes les cultures que j'ai découvertes, pendant ce voyage et puis parler espagnol, mais je sais pas pourquoi, hein. Je sais vraiment pas d'où ça vient parce que moi, j'ai des origines belges et Donc c'est pas toi, hein. québécois si tu veux, si tu Ouais, remontes. mais Donc belge, flamand, flamenco, tu vois? Il y a quand même des non. liens. Donc en fait, je ne sais pas du tout d'où ça m'est venu, mais vraiment j'avais cette envie de parler une autre langue que le français et de comprendre quand les gens parlaient une autre langue. J'étais hyper frustrée de pas comprendre et je me souviens quand j'étais gamine, par exemple, dans le métro, quand j'entendais des touristes parler, j'étais là: «Ah non, mais il est pas moyen que je comprenne pas toute ma vie, en fait. Je veux comprendre tout». Voilà et l'espagnol, ben, je l'ai appris tellement facilement parce que je kiffais tellement que voilà et donc après, j'ai commencé à voyager grâce à l'espagnol, en fait. OK. Tu vois, à ce moment-là, au-delà de l'apprentissage de la langue et que ça t'intéressait les autres cultures, tu t'es dit: «J'ai envie d'aller à l'étranger et de mettre en pratique, du coup, sur place» ou c'était un peu un objectif Moi, de voyager plus ouais, j'avais envie d'aller ouais, voir ailleurs ce qui se passe surtout. J'avais vraiment envie d'aller voir ailleurs comment c'était de vivre, ouais. ailleurs, autrement, en parlant d'autres langues, en vivant sur un autre rythme, et tu vois, le premier choc culturel, je pense qu'il est apparu, tu vois, pendant mon Erasmus c'était la licence à l'époque, en Espagne. On peut se dire, «Ouais, mais ça ressemble beaucoup», mais en vrai, tu as déjà un choc sur, bah, les horaires auxquels tu vis, Mais carrément. la bouffe, Mmh. La politesse. la politesse, la famille, Mmh. l'amitié, enfin tout ça, tu vois? Tu as déjà des choses, qui sont extrêmement différentes et auxquelles tu dois t'habituer quand tu vis là-bas. Et moi, je dis souvent que quand tu pars à l'autre bout du monde, c'est presque plus facile parce que tu t'attends à ce qu'il y ait Ouais. différence. Tu y vas, tu es préparé Mmh. à ce qu'il y ait un entre guillemets «un choc culturel» ou en tout cas des surprises. Alors que souvent quand on voyage dans des pays plus proches Mmh. ou alors quand on voyage dans des pays qui ont la même langue que nous, on a tendance à se dire: «Non, mais c'est pareil» et Ouais. du coup, on s'attend pas aux différences et parfois elles nous mettent une claque un peu plus Ouais. forte, Mais moi, je me souviens très bien au niveau des horaires, tu vois? Je pense que, ça devait être un truc très, réglé chez nous, à la maison, tu vois? La ponctualité du coup, tu Ouais, veux dire? Ouais. ouais, on mange à telle heure, on se Mmh. couche à telle heure et nin C'était une façon la meilleure façon que ma mère avait trouvée pour nous élever seuls, nous 3 enfants quand même, comme je la comprends. Et rien que sur les horaires, en fait, moi, je me souviens, j'ai eu un moment où j'étais déphasée les premiers mois de mon Erasmus parce qu'en fait, j'étais pas habituée. Mon corps a mis du temps à s'habituer à ça, tout Ouais. simplement. Moi, ça me choquait au début, enfin et puis toujours aujourd'hui, tu vois, j'habite à Barcelone, de voir les enfants dehors aussi tard. Mmh. Ah bah oui, là, mais c'est pas possible, là. Mmh. C'est inconscient, hein. Ça se couche vraiment tard, hein. Franchement, ça fait un peu ça et je me rappelle, on avait habité, enfin, moi, j'ai habité 4 ans à Madrid et sur ces 4 ans, les 2 dernières années, mes parents sont venus avec, mes frères et sœurs et ma petite sœur Louise, à l'époque, je crois qu'elle avait 8 ans, tu vois? Et je me rappelle le soir parce que nous, c'est pareil, on a toujours été 8h30 Au dans la lit. chambre. Ouais. Petit, c'était 8h30 au lit, puis plus grand, peu Mmh. importe, mais vous êtes dans votre chambre à Ouais. 8h30 et on voyait par la fenêtre bon, moi, j'étais adulte, mais ma sœur voyait par la fenêtre tu sais, Ouais. les voisins de la résidence, les gamins qui jouaient dehors et tout, et tu «Pourquoi je me couche à cette heure-ci?» Mais ouais, il y a c'est des différences, ça semble pas grand-chose et puis au final, dans ton quotidien, c'est vrai Ouais. que ça joue vachement quand Ouais, même. ouais, carrément. Bah, dans ton rapport même à la lumière, tu vois? Ouais, Ça change tout. ouais, ouais, c'est vrai, absolument. Et tu es restée combien de temps en Espagne? 1 an d'Erasmus Et tu étais où? à Cáceres, Oh! Extremadura, extremadamente duro. Ça s'appelle l'Extremadure, c'est à cause du climat, parce que c'est Ah! la région d'Espagne où le climat est le plus continental, où il y a les plus grands écarts, en fait, de température. OK, Cáceres, oui, c'est un pueblo, quoi. Il y a ouais. 80 000 enfin, il y avait 80 000 Mmh. habitants à Ah l'époque. oui, oui, quand même. 40 000 étudiants. Je te laisse deviner, L'ambiance de la ville, la tronche de les l'année. botellones, Ouais, c'était la dernière année des Botellón en plus, donc je te laisse imaginer. et du coup, après ça, tu es rentrée en France Ouais. et
Tu es repartie à quel moment? Parce que du Alors coup, après, tu es après, repartie à un moment après j'ai donné en Argentine. rencontré un petit copain, pile poil quand je suis rentrée d'Erasmus, vraiment quelques jours après. Et lui, il était journaliste, il bossait pour l'AFP et il est parti en poste au Sénégal, à Dakar. Mmh. Et donc, j'ai pas mal voyagé avec lui sur le continent africain. OK. Donc, Sénégal, Casamance, Mali. Ensuite, on est allé aussi en Éthiopie, en Afrique du Sud. Donc là, j'ai pas mal voyagé sur le continent africain, tout en ayant, moi, ma passion pour l'Amérique latine. Mmh. Et donc, moi, je suis partie plusieurs mois vivre à Buenos Aires un peu plus tard quand j'avais 24 ans. Et on a aussi visité le Venezuela. Je suis allée au Brésil, au Mexique, voilà. Et l'Argentine, c'était pour Et l'Argentine, c'était dans le cadre de mon DESS. Donc à l'époque, on appelait ça un DESS, ça n'existe plus ce mot, qui était un DESS de Paris 13 à Saint-Denis-Vincennes, qui s'appelait Gestion de projets culturels. Et c'était des projets, on devait mener un projet pendant toute l'année à cheval sur 3 pays. Ah, sur 3 pays. OK. Et donc, moi, j'étais entre la France, l'Espagne et l'Argentine. Et donc, je suis partie à Buenos Aires, figure-toi. Donc, j'étais archi fan. Je ne sais pas pourquoi non plus. Je ne sais pas comment arriver l'amour de l'Argentine. Ouais. Je n'ai aucun souvenir, si ce n'est que l'entrée, pour le coup, là, ça a été le cinéma. OK. J'étais fan de cinéma et j'étais fan de ce mouvement de cinéma argentin, le El Nuevo Cine Argentino, qui était une vague de cinéma qui est née pendant la crise économique en Argentine en 2001, Ouais. où les gens se sont mis à sortir tout ce qui pouvait servir à filmer, donc les téléphones, les premiers téléphones, les petites caméras, tout ce qui était hyper maniable. Mmh. Et ils sont mis à tout filmer, ce qui a créé une surproduction cinématographique en Argentine. Et ce mouvement s'appelait le Nuevo Cine Argentino. Et j'étais fan de tous ces films. Et donc, je montais un projet de festival de cinéma entre l'Espagne et l'Argentine. Et donc, j'étais partie à la rencontre des producteurs et réalisateurs de films argentins à Buenos Aires. Et donc, pendant 6 mois, j'ai fait ça. Trop bien. J'allais chercher des VHS à l'époque. Et puis là, c'est une manière, pour le coup, de découvrir la culture qui est juste incroyable, Bah ouais. avec la voix des gens Ouais, bah, sur ce qui compte pour eux, leur lutte, ça doit être incroyable. ah bah oui. Puis surtout, l'Argentine, c'est un pays militant, c'est un pays qui descend dans la rue facilement. Mmh. À Buenos Aires, tu as des manifs, je sais pas comment c'est maintenant, j'avoue, mais je sais pas plus si c'est autant ça, mais à Avenida de Mayo, t'avais une manif tous les jours, quoi. Ah ouais. Puis t'avais les abuelas sur la plaza, t'avais vraiment tout le temps. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée aussi. J'ai découvert l'histoire du pays, la dictature, les disparus et tout. Et ça, moi, ça m'a... Et tous les films de l'époque, évidemment, parlaient de ça Ouais. aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'étais accrochée. J'ai eu le virus, quoi. J'ai l'impression que ce que tu décris, ça ressemble un peu sous forme cinématographique au graffiti, où c'est une manière justement de faire entendre sa voix quand elle n'est pas entendue. Et ça doit Clairement. être. T'as eu des surprises interculturelles particulières là-bas, des trucs En que tu as Argentine? dit, ouais, des anecdotes de. En Argentine, bah, pour le coup, j'étais assez surprise de découvrir qu'ils vivaient pas mal comme nous, Européens, quand même, comparé aux autres pays du continent. Ouais. Ne serait-ce que dans leur vision du monde, ils sont très philosophes, les Argentins. C'est vrai? Ah ouais. Alors moi, je vivais Je connais avec pas un... beaucoup d'Argentins. Ouais. Ouais. Alors moi, je vivais en coloc avec un Argentin et un Italien. L'Argentin, il était en études de droit et il était très philosophe. Ouais. Ah, j'avais des discussions, mais pendant des heures et des heures et des heures, à ce sujet de tel auteur, telle théorie, tel machin. Il était... Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était ça, c'était leur approche de la vie aux Argentins, qui ressemblait... Alors déjà, ils admirent beaucoup la France, la Révolution. Bon, ça, c'est un peu partout dans le monde, le siècle des Lumières et tout. Moi, ceux que j'ai rencontrés, c'était Buenos Aires, c'était en ville, c'était des Bah étudiants, oui, tu vois, c'est bien un sûr. certain milieu social. Mais franchement, des discussions mais incroyables. Et j'avais adoré ce contact-là. Pour le coup, tu vois, je me sentais à ma place. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Quand on se reconnecte. Ouais. Ouais. Puis après, il y a le tango, mais bon, ça... T'as appris le tango? Ça, c'est les corps. C'est ça. C'est une autre manière de communiquer. Alors, ouais, j'ai appris le tango. J'ai essayé d'apprendre le tango en allant en milonga, en prenant des cours, en trouvant un partenaire, etc., etc. Mais sauf que quand je suis rentrée en France, je me suis retrouvée comme une andouille à essayer d'aller dans les milongas où en fait, le milieu est super sectaire et c'est plus comme à Buenos Aires où tu vas danser tous les soirs, quoi.
Ouais. Bref, j'ai arrêté le grand mot. Et toi, tu as rencontré ton mari en Argentine, si je me trompe pas. Ah oui, alors ce n'est pas mon mari, car nous Ton ne sommes conjoint, que pacsés. pardon. Mais oui, tout à fait. Je l'ai rencontré pendant ce voyage. Ouais. Et C'est un Français. Hein. Il est Ouais. français. Et ça faisait partie de vos discussions aussi au début de votre relation, de vous dire on repartira à l'étranger, ou c'est quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants ou... Alors, on s'est rencontrés en 2005 à Buenos Aires. Moi, je suis repartie bien plus tôt que lui. Lui, il est resté 1 an. Il était en stage à l'Alliance française de Buenos Aires. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et clairement, quand on s'est remis ensemble 7 ans plus tard, parce qu'il y a eu quelques sauts dans le temps, je suis tombée enceinte rapidement, au bout d'1 an. Notre fils est né au bout de 2 ans de relation. Et passé 1 an, on est retournés en Argentine tous les 3, en pèlerinage. On est repartis 1 mois. Trop bien. Voilà. Donc oui, il y avait clairement, lui, il voyageait déjà beaucoup avant qu'on se rencontre. Moi, j'aimais ça aussi. Et donc, effectivement, il y a toujours eu un projet dans nos têtes de se dire... Déjà, quand on s'est rencontrés, on a fait des voyages ensemble aussi. Ça fait aussi, je trouve, partie des critères pour moi qui disent que tu as un partenaire qui te correspond ou pas, de pouvoir voyager. J'ai peut-être. Peut-être. Et après, ouais, on a toujours eu ce projet de se dire, ouais, on a envie de les emmener voir le monde. Après, le monde a changé. Prendre l'avion autant qu'on le faisait avant, c'est plus aussi une évidence pour nous. Et puis, mine de rien, il y a eu Covid aussi qui nous a complètement bloqués là-dessus. Et en fait, on n'a pas quitté la France pendant 6 ou 7 ans, entre 2020, enfin notre voyage en Argentine en 2018. Et je crois qu'après, je te jure, je pense qu'on n'a même pas repris l'avion pendant 6 ou 7 ans. Déjà, moi qui voyage énormément pour le boulot, etc., j'ai eu toute une phase où effectivement je prenais pas l'avion. Donc j'imagine que dans votre contact avec les enfants, etc., ça rajoute encore. On s'est pris les enfants, qui sont quand même nés à moins de 2 ans d'intervalle. On s'est pris Covid 1, Covid 2, Covid 3, Covid 8. Et puis on s'est pris la prise de conscience aussi par rapport au déplacement aérien, quoi. Donc on avait complètement arrêté on voyageait en France. Puis après est née quand même l'envie de faire un vrai voyage, mais du coup avec partir loin et longtemps. Ouais. Bon, on va y revenir. Mais entre les deux, tu parlais de saut dans le temps. On va faire un petit saut dans le temps aussi. C'est du coup entre cette étape de l'Argentine et maintenant. C'était il y a 20 ans, donc il s'est passé quelques trucs. Tu as travaillé dans l'événementiel pendant 15 ans. 15 ans. Et à un moment donné, tu t'es lancée dans le podcast. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Crush? Ouais, je peux. Effectivement, Crush, je l'ai lancé en décembre 2022, si je ne me trompe pas, donc il y a 3 ans et demi. C'était après une première aventure entrepreneuriale déjà. En fait, j'ai claqué mon CDI en juin 2019. Ciao les gars. C'était un super bon moment. J'avais un pins. Je rêvais de cette scène, tu sais. C'est vrai? Où tu pars en disant allez tous bien vous faire. Je m'en vais comme un prince. Vous êtes tous des nazes. Vous m'avez bien pourri la vie pendant 8 ans maintenant. Regardez ce que je fais. Dire toutes ces 4 vérités à son patron et tout. Non, mais je ne l'ai pas fait. En revanche, il m'avait fait un pot de départ bien pourri et j'avais mis un gros pins avec écrit fuck you, I do what I want. Tiens, génial. Et mon patron s'est approché pour venir le voir. J'étais très heureuse. Voilà, c'était ma petite revanche toute pourrie, mais importante. Et j'ai lancé une première aventure entrepreneuriale autour des mots des enfants et que j'ai arrêté au bout de 2 ans. Et ensuite, j'ai eu envie de lancer un podcast. Enfin, j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque. Les premiers podcasts, moi j'écoutais beaucoup La Maître-Essence, par exemple, la maternité, et d'autres, les transferts, les slides, etc. Et j'avais une question que je posais toujours en soirée qui était comment vous vous êtes rencontrés. J'utilisais comme icebreaker pour discuter avec les gens. Tu sais, moi, je fais jamais la teuf sur la piste de danse du salon. Je suis dans la cuisine à la fenêtre en train de fumer des clopes et de raconter des conneries. Et donc, je posais cette question aux gens pour engager les conversations.
Et un soir, une teuf post-Covid, on était tous vraiment en besoin de relations sociales. J'ai posé cette question, on a passé un super moment et je suis sortie en disant je vais faire un podcast sur la rencontre amoureuse, légèrement éméché. Et je l'ai fait. Donc j'ai lancé Crush avec l'idée d'explorer les ressorts de la rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux, amoureuse de cette personne-là et pas de la personne d'à côté. Et pour ça, j'ai commencé à recevoir des invités comme toi et moi, des gens ordinaires, venus me raconter leur histoire extraordinaire autour d'une rencontre qui a marqué leur vie. J'ai commencé avec mes amis. Tu veux pas passer C'est un sujet où au moins t'as plein de sources, quoi. Pour le coup, ouais, trop bien. J'avais jamais interviewé qui que ce soit. J'ai emprunté un Zoom pour enregistrer à mon voisin, un micro à ma voisine, un micro de chant à ma voisine, et j'ai commencé mes interviews comme ça. Génial. Et puis, il se trouve que ça a pris dans le sens où j'ai tout de suite trouvé une audience qui m'a suivie et que moi, j'ai tout de suite commencé à recevoir des témoignages de gens qui voulaient témoigner via Instagram. Et puis moi, j'ai pris un plaisir immense dès le début et le kiff, il s'est jamais arrêté. Le kiff de mener ces conversations avec ces personnes qui viennent me raconter l'histoire d'une rencontre, il est toujours là aujourd'hui, il s'est jamais arrêté. Ce qui fait que j'ai tenu sur la durée, parce que c'est aussi ça un enjeu dans le podcast, que j'ai tenu la fréquence d'un épisode interview par semaine. C'est énorme. Ouais. C'est impressionnant, ça. Aucun mardi, je n'ai loupé. Des fois, il y a eu des rediffs, mais pas beaucoup. Et que j'ai toujours autant d'envie. Alors, ça évolue, hein, ça change. La proposition de valeur, elle évolue. Ce que j'ai envie de raconter, ça change aussi. Mon positionnement, moi, après avoir entendu plus de 150 histoires, des récits intimes, des témoignages, moi, j'ai commencé à avoir des lumières qui s'allumaient dans ma tête partout en me disant « Ah, ça ressemble à ça. Et ça, peut-être que ça aussi, c'est un facteur propice à, etc. etc. » Et je me suis positionnée maintenant plus en décryptage, en plus des histoires. Mais je kiffe comme jamais. Bah, et puis c'est un peu, c'est quoi, impact story, etc. C'est ce genre de truc où tu as des nouvelles positives tout le temps et du coup, ça te nourrit parce je trouve qu'on est tellement, C'est clair. Ouais, la cible de tellement de négativisme, je sais pas comment dire ça, que quand t'entends des histoires comme ça, alors toutes ne sont pas joyeuses ou pas jusqu'au bout, enfin, voilà, mais ça te nourrit, quoi. Je trouve ça te donne une raison de croire en l'être humain, en fait. Et il s'est passé en plus un truc ces derniers mois, c'est que ce que tu dis, en fait, est arrivé aussi dans la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une vie amoureuse épanouie, compréhensible, c'est devenu... franchement, la relation amoureuse, c'est devenu un sport de haut niveau. Hein. Enfin, c'est un bordel sans nom. Pour les hommes, pour les femmes, pour les gays, pour les hétéros, pour les lesbiennes, c'est devenu un bordel sans nom. Et du coup, la mission de Crush, de parler d'amour positivement, prend d'autant plus de sens aujourd'hui, même si je me sens l'obligation d'adresser tous ces sujets, parce qu'il le faut, sinon tu oublies une partie de la réalité et donc on s'y retrouve plus. Tu fais semblant. On s'y retrouve plus dedans. Tu parles d'un truc faux, quoi. Je me suis perdue. Et sur l'impact et la raison d'être. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir ce positionnement-là, de me dire j'amène de l'optimisme, j'amène du positif, sans pour autant être naïf. C'est-à-dire, bah oui, ok les gars, j'ai compris le bordel. Hein. Moi, je suis en couple depuis 15 ans, mon couple va bien, mais j'ai des amis, et puis j'ai toutes les auditrices et les auditeurs qui viennent me parler, et je sais que c'est le bazar, donc surtout pas me mettre de hier pour me dire on va écrire qu'il y a des comédies romantiques. C'est pas ça, pas du tout. Mais en revanche, je pense qu'il y a une certaine manière de présenter le lien comme quelque chose de hyper important et qu'il faut préserver. Mais moi, j'écoute Crush pour me soigner. Enfin, c'est un médicament, quoi, tu vois. Voilà. Allez, sécurité sociale, vous m'avez entendu. Là, je sens que je perds vraiment espoir en ce moment. Je vais me refaire quelques épisodes de Crush. Et je dis ça en rigolant, mais je rigole pas. Est-ce que tu as des épisodes doudou que tu réécoutes plusieurs fois? Il y a un épisode, entre autres, mais parce que moi, je suis très, très fan de Serendipité et des signes et des machins. Et comment il s'appelle? C'est Julien, non? Ouais, le date sans fin. Voilà, oui. C'est génial.
Je pense que de ce que j'ai pu comprendre, je suis pas la seule. Tu n'es pas la seule. Oui, mais bon, d'ailleurs, je mettrai le lien en description de l'épisode parce qu'il faut aller écouter. Julien revient bientôt, d'ailleurs, dans le C'est vrai? podcast, mais Tu je vas préfère pas en spoiler. dire plus. Je resterai à l'écoute. Mais oui, et puis bah, effectivement, du coup, j'ai mes parents qui sont venus à ton micro, c'était leur cadeau, multiples cadeaux. Moi, mon cadeau pour eux, de t'en parler, de te proposer de les inviter pour leurs 40 ans de mariage. Quelle histoire. Mais oui, mais oui. Eux, c'était un cadeau qu'ils se sont fait l'un à l'autre parce qu'en plus, comme tu les interviewais séparément, et bah, ils ont découvert. Ah, ben c'était, ouais, c'était intense. Ouais, c'était fort en émotion. Même pour mon papa qui est très Ouais. stoïque, voilà. Ouais, il y avait de la larme c'est ça à qui est drôle dans l'œil, cet épisode, c'est que ta maman, elle parle beaucoup, elle exprime ses sentiments, et ton papa, c'est un peu différent. Bah ouais. Il s'appelle le rétroviseur, je crois, l'épisode. Ouais, Parce c'est que ta ça. maman a jeté, on va pas spoiler, mais a jeté un coup d'œil dans un rétroviseur un jour, et elle a bien fait, parce que grâce à ce coup d'œil, elle a rencontré ton père. Ouais, et ils se sont rencontrés sur un voilier. C'est ça, Ce qui est en Bretagne. un beau symbole de leur vie à l'international, où ils ont habité dans plein de pays, voilà. Et donc, c'est aussi un cadeau qu'ils nous font à nous, le reste de la famille, de notre héritage, notre patrimoine, en fait, de Absolument. comment on en est venu à exister. Donc, Absolument. ouais, donc c'est un chouette épisode que j'aime beaucoup aussi. Alors, au-delà de ton rapport personnel à l'interculturel et de la découverte des cultures en général, il y a une raison un peu plus particulière pour laquelle je voulais aussi enfin voilà, je dis beaucoup particulière, mais une raison particulière pour laquelle je voulais particulièrement t'inviter sur le podcast, c'est que tu as fait un voyage en famille en Amérique latine et que tu l'as combiné à une tournée de crush où tu as, en collaboration avec les Alliances françaises, avec le réseau des Alliances françaises qui est hyper dynamique en Amérique latine, tu en as profité pour interviewer des couples binationaux. Et j'avais envie d'en parler un peu avec toi et que tu me racontes, peut-être que tu peux redire toi avec tes mots un peu, ce qui est derrière tout ça. Et puis j'ai quelques questions à te poser sur le sujet. OK. Alors effectivement, on a commencé à avoir un projet de voyage en famille il y a 2-3 ans, qu'on a réussi à mettre en place. Et on est parti l'année dernière, en février 2025, jusque fin août 2025, donc 6 mois. En Amérique centrale, on est arrivé à Mexico et on est reparti de Bogota. Et en fait, on a descendu toute la bande en fait, d'Amérique centrale qu'on ne connaissait pas du tout. On connaissait un petit peu le Mexique, mais on connaissait pas du tout les pays d'Amérique centrale. Je pense qu'il y en a un ou deux que j'étais même pas capable de placer sur la carte, pour être tout à fait honnête. Et je rêvais d'aller en Colombie, donc voilà, ça c'est le trajet qu'on a fait. Et il se trouve qu'un an avant qu'on parte, j'ai connecté avec un directeur d'Alliance française en Colombie, à Medellín, qui est cette personne, c'est Yann Lapoire. Que l'on salue. Que l'on salue, bien sûr. Salut Yann. Et je lui ai dit, mais moi je pars en voyage et je rêve de faire une tournée pour raconter des histoires d'amour interculturel entre un Français et des Latinos. Et il me dit, bah vas-y, on le fait. Et bon, donc on l'a fait. On est allé chercher des subventions auprès de l'Institut français qui gère les alliances françaises à l'étranger. Et effectivement, donc on a construit notre voyage pendant 6 mois. Le trajet en fonction des 8 villes, des 8 alliances partenaires du Crush Tour. Et donc, j'ai construit au fur et à mesure. Je savais que j'aurais 8 dates, 8 villes, 8 alliances françaises, 8 couples à interviewer. Et au fur et à mesure, on a construit le voyage en fonction des confirmations des dates des alliances, etc., etc. Et donc, pendant ces 6 mois, on a voyagé et on avait en moyenne 1 fois par mois un rendez-vous à l'Alliance française pour un enregistrement en public, sur scène, à destination des publics de l'Alliance française, donc les apprenants, ceux qui viennent aussi à l'Alliance pour faire des rencontres, pour voir les expos, toute la programmation culturelle. Et ça a donné une série de 8 épisodes, série Amour interculturel, sur le podcast. Qui est trop chouette. Ouais. Moi, alors, je savais que tu allais le faire, mais quand j'ai commencé à écouter les épisodes, je me suis dit, c'est génial. Forcément, amour interculturel, forcément, c'était bien.
Qu'est-ce que tu as découvert? Il y a des J'ai trucs que découvert tu as des dû voir plein de secrets, trucs, j'imagine, des mais secrets. il y a des trucs que tu vois, que tu en retires des apprentissages en particulier Alors, ou? ce qui est marrant, c'est que sur les 8 histoires, il y a plein, comment dire? Il y a plein de profils différents dans les histoires. La première, par exemple, entre la France et le Mexique, Mmh. beaucoup d'anecdotes sur la nourriture, Ah oui, c'est sur, vrai. le tahine, le piment, sur la religion, Mmh. donc plein de choses hyper drôles. Moi, j'étais morte de rire pendant cet épisode parce que, Arthur, le français m'a fait beaucoup rire. Heu, donc on est resté à ce niveau-là et après, il y a d'autres épisodes où c'était très charnel. En Colombie, sur la côte Caraïbe, l'épisode de Barranquilla, ils se sont rencontrés pendant le carnaval en dansant, donc si tu veux, là, c'était chaud. En plus, pendant l'enregistrement, il faisait très chaud. Et puis, après des histoires, de vie, ultra fortes aussi. Mmh. L'épisode, du Salvador, le garçon, il avait quitté le Salvador, parce que c'était la guerre, des Mmh. gangs et qu'il pouvait plus y vivre et qu'en fait, il pensait que s'il y restait, il allait mourir, quoi. Mmh. Donc, des trajectoires hyper, singulières. Est-ce que j'ai découvert des trucs incroyables? Je crois que la réponse est non. Je crois qu'on s'aime de la même manière, Mmh. qu'on vienne, de la même culture, du même pays, qu'on parle la même langue ou pas. Parce que finalement, la rencontre de l'altérité, la rencontre de l'autre, ça reste un voyage. Il est peut-être plus long quand l'autre vient d'ailleurs. Et ce que je me suis dit, c'est que ce voyage vers l'autre, il prend plus de temps parce que tu as d'autant plus de choses à découvrir de l'autre. Et que ça, peut-être, ça permet des histoires où on prend plus son temps, on s'emballe moins vite, on apprend à découvrir l'autre et il reste une part de mystère plus longue, plus longtemps. Ça, je me suis dit ça. Mmh. Et ensuite, ce que je voulais absolument éviter, c'était de tomber dans les écueils, caricaturaux, de culture entre les latinos et les français. Mmh. Et ouais, je te dis, au final, avec Yann, ce qu'on s'est dit, après avoir réécouté les 8 épisodes, c'est en fait, ça change pas grand-chose. C'est une rencontre entre 2 personnes, qui viennent de 2 mondes différents. Les différences sont plus ou moins grandes. Tu prends plus ou moins de temps à découvrir l'autre, mais au final, c'est les mêmes enjeux Ouais, pour chacun des protagonistes. ma grande question, c'était est-ce que c'est presque pas alors c'est plus dur et en même temps c'est plus facile dans le sens où, bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait tu t'attends à la différence et du coup tu fais cet effort de communication ou alors enfin en gros c'est un peu ça passe ou ça casse quoi. Mais en l'occurrence, bah, tous les couples que tu as interviewés, c'était des couples qui étaient encore ensemble, ce qui est pas toujours Ouais, le cas dans ton podcast. ouais. Mais ouais, j'ai un peu ce truc de me dire: «Est-ce que du coup, c'est pas» je sais pas comment dire ça. Est-ce que tu es pas mieux outillé parce que tu sais que tu es obligé de faire cet effort-là? Ce qu'on ne fait pas toujours quand on est avec quelqu'un de la même culture que nous. On met pas toujours aussi spontanément sur la table: «Toi, tu fonctionnes comme ça, moi, je fonctionne comme ça». Comment on fait pour que les 2 soient compatibles? Tu vois ce que je veux dire? Oui, et je pense que ce qu'ont prouvé ces 8 épisodes aussi, ces 8 histoires, c'est qu'au départ, il y a une donnée qui est propice à la rencontre, c'est la curiosité. Ouais. En fait, toutes les personnes, les 16 personnes qui sont venues me parler, étaient muées d'une grande curiosité dans la vie en général. Que ce soit les Français qui ont rencontré, il y avait des histoires où les rencontres avaient lieu sur le continent sud-américain Mmh. ou, en Europe. Donc celui qui se déplace, déjà, il fait preuve d'une grande curiosité. Donc le Français qui va rencontrer un Colombien la Française qui va rencontrer un Colombien, elle est venue en voyage 1 mois, en Colombie, parce qu'elle avait soif de voyage, soif de découverte, soif de nouveautés, d'inconnu. Ça pour moi, c'est preuve, de curiosité et puis dans sa façon d'être au monde, quand tu es en voyage, tu es quand même, sacrément différent que quand tu es dans ta routine, chez toi. Mmh. Et bah, l'étranger qui va faire ses études, à la fac de Rennes, en Suisse, en France, en fait, ben, c'est pareil. Mmh. C'est, un goût, pour, l'inconnu Ouais. et pour l'ailleurs et l'intuition que, les choses sont différentes ailleurs et que ça peut t'apporter quelque chose et que c'est important de le faire.
Donc oui, je pense que le facteur qui rend possible toutes ces rencontres interculturelles, peut-être plus que quand c'est pas interculturel, c'est la curiosité. C'est que quand je parle d'interculturel, que ce soit avec les enfants, avec mon ONG ou en entreprise quand je donne des conférences, je parle de 3 compétences clés et une des 3 évidemment, c'est la Ouais, curiosité. j'imagine. Mais pour moi, c'est la 2e, alors parce que je pense qu'il y a quand même une suite dans en tout cas dans mon approche. La 1re, c'est la vulnérabilité. Donc c'est déjà savoir, accepter et exprimer que tu sais pas tout, qu'il y a des choses que tu comprends pas, qu'il y a des choses des fois où tu es perdu. Et la curiosité vient du coup un peu en mise en action de cette vulnérabilité. C'est-à-dire, OK, je comprends pas, mais c'est pas juste je comprends pas, je m'en fous. C'est je comprends pas, donc je vais poser des questions à l'autre, mais aussi me poser des questions sur comment je fonctionne, et cetera. Et après la curiosité, il y a la décentration. Donc le fait de comprendre qu'on a des filtres culturels qui sont pas universels et qu'en fait, on peut être en désaccord sans qu'il y en ait un qui a raison et un qui a tort parce qu'on observe la situation depuis un filtre culturel différent. Tu appelles ça la décentration? La décentration. Ben, tu vois, la décentration, par exemple, dans les rencontres qu'on m'a racontées, en fait, ils ont analysé ça a posteriori. Ouais. Mais dans les premiers moments, les premières années, je vais pas le quantifier, ça sert à rien, parce que ça change pour tout le monde, c'est beaucoup plus empirique que de se dire ah oui, en fait, lui, ah là là, il est en train de réagir comme ça parce que, en fait, dans sa culture, c'est comme ça. Ça vient après plus de temps. Mais la première approche, elle est très physique, en fait. Elle est sensorielle, elle est empirique, c'est la rencontre de deux êtres avec tout ce qu'ils sont, quoi. Et d'ailleurs, parmi toutes les histoires, il y en a une qui parle de ça. C'est celle de Barranquilla, une fois de plus. Ouais. Donc, Gwendoline, elle est française. Et Jeanne, il est colombien. De Barranquilla. C'est un barranquillero puro. Et elle, au début de sa vie, de son histoire d'amour avec Jeanne, en fait, elle ne comprenait pas la façon dont ces barranquilleros se rencontrent, sont ensemble. Sortir le soir, c'est aller se mettre dans des mini-bars avec des enceintes énormes où la musique est hyper forte. Ah, mais le rapport au volume, Et à rester les uns à côté des autres sans pouvoir se parler parce qu'en fait, tu ne peux pas t'entendre. Là où nous, les Français, dès que je te fais un dîner et qu'on met une musique en fond et qu'on mange et qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle et que d'être présent à l'autre, c'est ça en fait. Alors que eux, c'est pas ça. Et en tout cas, et Gwendoline était très surprise et ça a été très compliqué de faire comprendre à Jeanne qu'en fait, elle, dans ces soirées, elle était pas bien. Et qu'en fait, elle se sentait pas du tout à sa place. Et que ces soirées avec ses potes qui se disent rien à part écouter de la musique et boire des canettes, en fait, ou des coups, en fait, elle comprenait pas le délire. Mais ils sont pas amis, tu vois. C'est pas possible. On peut pas dire qu'on est amis quand on fait ça, quoi. Donc là, oui, elle, assez rapidement, elle a dû faire preuve de décentration. Attends, il y a un truc Et lui aussi, du coup. Parce que lui, il la voyait mal. Et puis, il comprenait pas pourquoi... Et puis, un jour, elle a invité des Français chez eux. Et là, il a compris. Elle dit, on va dîner tous ensemble comme ça en papotant tous les soirs comme ça. Ah ouais. Puis, vous restez chez moi pendant... Ah ouais, non, c'était pas... On est connus pour ça. Les Libanais sont pareils aussi. Le truc où tu peux passer 4 heures à table et non seulement c'est normal, mais en plus c'est bien, tu vois. C'est on a vraiment fait un super déjeuner. Tant de qualité. Midi, tant de qualité pour nous. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens il y a des personnes d'autres cultures qui ont du mal à comprendre, notamment apparemment les Anglais. Donc c'est mais qu'est-ce qu'on va faire 4 heures à table à parler de bouffe en plus. Parce que c'est ça, on parle de nourriture en mangeant et bon. Et ce que tu disais sur la vulnérabilité, ça, je trouve que pour le coup, alors elle est peut-être exacerbée ou plus grande dans le cadre interculturel, mais en amour, si tu te montres pas vulnérable, dans la rencontre, tu ne crées aucune rencontre, justement. C'est clair. Si tu te montres parfait, si tu joues le rôle de quelqu'un d'autre, si tu arranges la vérité, si tu mens, si tu ne montres pas tes failles, en fait, tu ne peux pas l'autre ne peut pas t'atteindre et tu peux pas l'atteindre. Donc en vrai, ça, dans toutes les rencontres, pour moi, la vulnérabilité, c'est une clé. Absolument. Même en amitié. Mais au boulot, c'est pareil. C'est pas, tu ne deviens pas proche d'un de tes collègues à force de réunions de travail.
Tu dis un proche quand à la machine à café, tu lui dis: «Putain, j'ai pas dormi de la nuit, mon gamin, il fait passer de nuit, j'en peux plus», ou «J'ai, telle réunion avec, tel client, ça s'est mal passé, j'ai pas compris, je suis paumée», c'est là que la connexion, elle se crée, en fait. Mais moi, je parle d'interculturel, mais Mmh. c'est une excuse Mmh. pour parler d'interpersonnel, en fait, Bien au sûr. final. Et c'est ça qui est intéressant Ouais. dans ce que tu partages là aussi Mmh. sur ces histoires de couples binationaux Mmh. et interculturels. C'est que ça exacerbe ce qui fonctionne comme ça dans un couple à la base, quoi. C'est ça que je trouve vachement intéressant. Puis, bah, après, tu as plein d'anecdotes. Ouais. Tu me rappelles, tu vois, l'épisode sur le Mexique où elle parlait du fait de dire: «Est-ce que tu veux sortir avec moi?» Ouais. Tu sais, le truc très américain aussi de boyfriend, girlfriend. Tant qu'il y a pas la discussion. Ouais. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Ouais. D'un Y a rien couple d'officiel. d'amis où lui est français, elle est américaine et au bout d'un moment, je sais plus si c'est elle qui lui dit: «Mais on est ensemble et tout». Il fait: «Bah, tu venu faire Noël dans ma famille, en fait, s'il te plaît». Enfin, genre, bah oui. Et bah ouais, mais ils avaient pas eu la discussion de est-ce qu'on est boyfriend, girlfriend, quoi. Ouais. Et c'est toutes Il ces y a ça anecdotes-là aussi, que je ouais. trouve extraordinaires et que Ouais. j'ai adoré dans les épisodes de ton Crush Tour. C'est que c'est hilarant, quoi. Il y en a un autre sur celui d'Arthur et Chantal, celui de Mexico. C'est la religion. Et c'est la mère de Chantal qui demande à Arthur, t'es à l'hôpital, t'es très malade, et tu guéris. Tu remercies qui? Bah, je sais Bah, le pas, docteur. l'infirmière. Non, mais au-dessus. Bah, je sais pas, le docteur. Non, mais encore au-dessus. Bah, je sais pas, le directeur de l'hôpital. Non, mais encore au-dessus. Bah non, je vois pas. Bah, Dios. Je remercie Dieu. Mais je sais plus si c'était cet épisode-là aussi, il y avait un truc de dormir ensemble chez les parents. Mm. Mais en fait, c'est ça qui est Ça, il y en a dans plusieurs épisodes, ça, je crois. Mm. Mm. Et en même temps, c'est perturbant parce que tu as un côté où, en Amérique latine, souvent, les gens sont hyper accueillants. Ouais. Donc, il y a un truc de viens dans ma famille, Ouais. nanana, etc. Mais par contre, sans non. être officiellement en couple Ouais. devant la famille. Enfin, c'est particulier. Après, il y a peut-être aussi, dans la singularité de ces histoires-là, il y a aussi, mais ça, c'est une interprétation du cerveau humain, il y a un truc d'autant plus magique, en fait. Tu te dis, ces deux personnes, elles viennent de deux endroits tellement lointains, tellement différents, pour se retrouver sur un point A, à l'instant T, se croiser. En fait, tu as une intervention divine, ou le destin, tu l'appelles comme tu veux, encore plus grande que quand tu croises ton voisin au supermarché et que tu tombes amoureux de ton voisin entre le rayon fromage et le rayon charcuterie. Ça, pour moi, c'est vraiment une interprétation du cerveau humain. Mm. Tu trouves ça d'autant plus magique. Moi, quand j'ai rencontré mon mec à l'autre bout du monde, je trouvais ça absolument magique. Bah ouais. Après, c'est plus ma conviction, mais ça donne un côté plus magique, je pense. Mm. Et puis, Encore plus ça, magique. ça change aussi d'une culture à l'autre. Tu parlais là de remercier Dieu quand tu étais malade à l'hôpital. C'est le rapport au destin est très différent aussi d'un pays à un autre et très lié à la religion Ouais, également, quoi. alors pour le coup, pour avoir eu cette discussion 100 000 fois avec mes auditeurs et mes auditrices, tout le monde a un avis différent sur la question aussi. Ouais. Oui, mais par contre, on va le rappeler, c'est pas parce qu'il y a des différences culturelles que chacun dans sa case va fonctionner de la même manière. C'est des tendances qui peuvent être, qui peuvent avoir un impact aussi finalement dans les relations. Ouais, puis dans les décisions que tu prends, tu vois. Quand tu croises quelqu'un et que tu es persuadé que c'est le destin qui te l'a mis sur ton chemin, que tu peux pas passer à côté, en fait, ça influence tes décisions derrière dans ta relation. Ah non, mais cette rencontre, elle était beaucoup trop incroyable. En fait, c'était improbable qu'on se croise. Si j'avais pas pris ce métro, je l'aurais pas vu. Nanana, je ne peux pas passer à côté de cette histoire. Bah, la vérité, c'est que si, en fait. Si ça ne convient pas, si ça marche pas. Ce que disait Julien dans l'épisode dont on parlait tout à l'heure, c'est la rencontre ne fait pas l'histoire d'amour. Ben non, ouais, c'est clair. Et là, j'en ai des histoires à raconter comme ça aussi. Voilà. On en a tous. Bah oui, évidemment. À titre plus personnel, ce voyage en famille, c'était comment? Et qu'est-ce que... Tu vois, tes enfants, tu penses qu'ils en garderont quoi? C'est là où je pleure. Si tu veux, tu peux. La vulnérabilité, c'est bien, c'est là qu'on crée la connexion. Non, mais c'était il y a un an, j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup trop longtemps. Ça fait déjà un an? On est rentré en août. Bah oui, fin oui. août.
Écoute, j'aime pas d'habitude dire c'était génial, hein, en oubliant tout ce qui était pas bien, mais honnêtement, c'était vraiment génial. Et c'est pas que la version Instagram, c'était vraiment extraordinaire. Mais au-delà, tu as toute la partie exploration, découverte, sortir de ta zone de confort, découvrir l'inconnu, enfin, dans ta journée, tout est découverte en fait. Bah ouais. Même si nous, on avait fait le choix de se poser à des endroits longtemps pour pouvoir ne pas avoir à bouger tout le temps et prendre le temps de découvrir les endroits dans lesquels on était. C'est comme ça que tu crées des liens avec les gens aussi, Ouais. toi. Quand tu restes un peu sur place, quand même. Bah, tu crées des liens, puis toi, tu t'imprègnes aussi d'un tempo, d'une façon de fonctionner de l'endroit et tout. Et donc ça, c'était évidemment extraordinaire. Puis tout ce qu'on a vu, tous les sites touristiques, tous les endroits incroyablement beaux, les animaux incroyables qu'on a vus, les baleines, les paresseux, les avez ratons vu les toucans, laveurs, quoi. les toucans, Obsession toucan, moi. les quetzals, et tout ce que tu veux. C'était les singes, tout. Enfin, c'était vraiment les serpents. C'était vraiment extraordinaire. Mais au-delà de ça, il y a eu l'aventure Nous à 4, Bah ouais. qui a été... il n'y a même pas de mots, en fait. C'était, ça nous a resserré le lien d'une façon indescriptible. C'était vraiment hyper fort. Parce que déjà, on est tous les 4 ensemble tout le temps. Moi, j'avais très, très peur de ce huis clos. Et en fait, au final, c'est ce qui m'a le plus marqué, le plus touchée dans ce voyage, c'était qu'on était tous les 4 et qu'on a réussi tous les 4 à trouver notre équilibre, nos moyens de communication, nos moyens de défrustration, nos moyens de régler nos problèmes, parce qu'évidemment qu'il y en avait. Bah oui. Et ça, c'était fou de se dire qu'on a réussi déjà, et qu'on a réussi en se marrant, en étant heureux, sans se prendre la tête, sans s'embrouiller tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'embrouille avec Chérie, il y en a eu. Mais par contre, on a désamorcé. C'est dû au contexte, parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Sinon, tu passes vraiment des mauvais moments. Parce que tu es quand même, quand tu voyages comme ça et quand tu bouges tout le temps, tu as forcément une forme d'adversité à laquelle tu dois faire face. Et en fait, je trouve que si tu fais pas front, l'adversité s'agrandit, est plus forte. Mais c'était extraordinaire. Et on a créé un petit tips. On a créé un conseil de famille. Ah, mais j'allais te demander si tu avais des conseils justement pour les familles. Alors, à un moment, la cocotte minute a sérieusement commencé à chauffer. Ah ouais. C'était très tendu entre nous 4. Ok. Et du coup, les petits étaient de mauvaise humeur. Nous, on s'engueulait à peu près tout le temps. Toi, ça a duré genre 10 jours. Et je sais pas ce qui m'a pris. À un moment, j'ai dit, je crois que c'est moi, mais je voudrais pas, si c'est Chérie, c'est Chérie. Enfin, il y a un de nous deux qui a dit, tiens, ouvrons un cercle de parole, faisons quelque chose, en fait. On était dans un resto, chez Mama, je sais plus quoi. Et je dis, on va faire un tour de table. Et chacun va s'adresser à une personne en formulant quelque chose qui le gêne chez l'autre. Okay. Après, on a rajouté quelque chose qui fait du bien aussi. Ouais, parce que ça peut être violent. Mais au début, quelque chose qui le gêne. Et le principe, c'est celui qui dit, il formule en étant respectueux, sans attaquer. Et celui qui reçoit, sans se vexer. Eh ben, je te le donne en 1000. La première, donc, c'était mon fils, qui avait 10 ans à l'époque, qui me regarde et qui me dit « Alors toi, maman, tu vois, je voulais vraiment te dire, il y a un truc qui m'énerve énormément, c'est que tu fais trop ta pro avec les animaux. » Ah, le coup dur, quoi. Comment ça? Mais en fait, tu crois trop que t'es la pro, quoi. Tu sais tout sur les animaux, tu nous dis ce qu'on doit faire, tu nous dis comment on doit regarder dans les jumelles, quand est-ce qu'on doit parler, quand est-ce qu'on doit pas parler. En fait, c'est énervant et tout et tout. Et j'étais là. La grosse relou qui arrive comme dans une forêt qui dit chut. Sinon on verra pas d'animaux, ok? Je comprends. Et puis là, tu devais montrer l'exemple de pas te vexer en plus. Ouais. Parce que t'étais la Je me suis pas première vexée. fois. J'étais vexée, mais je l'ai pas montré. Bah oui. Et en fait, lui, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'en fait, il en a vraiment marre de moi. Ok. Et puis après, on a continué et on s'est dit les choses qu'on avait à se dire. Ouais. Et on a beaucoup pleuré sur certains, on en a fait plusieurs. Et non, ça montait vraiment, on a beaucoup pleuré. Entre eux, les enfants se disaient des choses. Chérie et moi aussi, on se disait des choses. Enfin, tu vois. Et c'était, ça a vraiment tout désamorcé quand c'était nécessaire. Ok.
Petit tips. Ouais, c'est intéressant. Mais ça me touche particulièrement ce que tu racontes parce que, alors nous, on n'a pas fait de voyage en famille comme ça, mais on habitait à l'étranger ensemble, on a beaucoup déménagé. Et c'est vrai que ça a eu un impact notre cocon et notre noyau familial Ah oui. est hyper important. Et d'ailleurs, mes parents en parlent dans Mm. ton épisode. Et ça crée un lien qui est particulier quand même. Le fait de déraciner et de recréer. En fait, ta base, ça devient ta famille. Ta stabilité, elle vient de là, quoi. D'où l'importance Ouais. de le renforcer et de le protéger. Mm. Et c'est vrai que du coup, le quatuor, il est devenu très, très solide. Mm. Et on l'a pas perdu depuis qu'on est rentré. Pourtant, on a pris la vague de retour, là. On s'est pris la... C'est violent. C'est un truc qui On n'en revient parlera pas. hyper souvent sur le podcast. Que le plus dur, c'est pas le départ, Ah c'est le non. retour. Bah, parce qu'en plus, le départ, tu l'anticipes. Mais oui. Le retour, t'as pas envie de l'anticiper. Et Mm. c'est très bien. Je pense qu'il faut pas Ouais. l'anticiper, en fait. Parce que sinon, tu te sinon, prends la tête pour bah un oui, truc qui n'a pas encore eu bien lieu. sûr. Ah oui, non. On a pris cher au retour. Mais voilà, je pense que les repères des enfants, clairement, sont devenus nous. Mm. Et moi, j'ai adoré la relation qu'on a développée aussi pendant ce voyage. Tu vois, dans notre vie quotidienne, on se voit pas assez, clairement, entre parents et enfants. Ça, c'est une évidence. Et là, bah, c'était boulevard, quoi. C'était génial. C'était génial. C'était... Ça crée une complicité. Ouais. Ah oui. Puis, ouais, la complicité sur le moment, la complicité après, de dire on a vécu ça ensemble. Tu vois, moi, je donne souvent, on parle de la Colombie, je donne souvent comme exemple, quand j'ai fait le trek de la Ciudad Perdida, donc de Teyuna avec mon père, bah, en fait, on Ah, il avait m'a même raconté pas... ça, ton père, tiens, C'est d'ailleurs, vrai. quand on s'est vu à Carthagène, ouais. On avait même pas besoin de se parler, en fait. En plus, on fonctionne pareil, donc je sais que lui, il a vu, quand moi j'ai vu, on voit tout. Même une demi-heure après, tu peux dire, t'as vu la fourmi, nanana, et il aura vu la Ouais. fourmi, quoi. Et du coup, ça crée une connivence, Ouais, je trouve, qui est hyper précieuse. Alors, moi, j'espère que je ferai encore des voyages avec mes enfants quand ils auront Bah ouais. 30, 35. Puis ça. moi, c'était un peu, je sais pas s'il écoutera ça, mais c'était un peu délibéré aussi. C'est que mon papa a un langage de l'amour qui est dans l'action. Ma mère parle, mon père fait. Et donc, partager des moments ensemble, c'est... donc, je l'ai fait exprès aussi. Au-delà du fait que, évidemment, j'ai envie de le faire avec lui. Mais que je sais que... Je vois très bien. Ouais. Je vois très bien ce dont tu parles. Bah oui, tu l'as bien vu. Et j'ai le même à la maison. Donc C'est vrai. Enfin, j'ai le même papa. Qu'est-ce que je voulais te demander si vous avez eu des surprises, des anecdotes aussi interculturelles sur ce voyage-là, et ouais, si tu as des idées en tête. Un des trucs que j'ai trouvé génial, moi, pendant ce voyage, c'est que on a voyagé à travers les yeux des enfants. Ouais. Et ça, je pense que tout le monde devrait partir en voyage avec un enfant. Parce qu'en fait, c'est tout simplement le positionnement de l'émerveillement permanent. Et donc, en fait, tout t'émerveille. Ce que tu manges, ce que tu vois, une plage, un animal, un tacos, tout est source d'émerveillement et il s'émerveille de tout le temps. Et là où l'adulte peut, au bout d'un moment, être blasé, ouais, c'est bon, c'est le 5e paresseux qu'on voit, ça va, c'est le même que tout à l'heure. Hein. Les enfants sont ah. Et en fait, Regarde, du il coup, a bougé le doigt de la main gauche. non, c'est pas le même, il a un bébé sur le ventre. En fait, tu vis pas de la même manière le voyage. Pas de la même manière. Et moi moi, ça me tient beaucoup à cœur de défendre la parole des enfants, la place des enfants dans notre société. C'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. Ben là, je me dis, c'est une métaphore extraordinaire, en fait. Ils ont cette capacité de trouver tout extraordinaire. Et nous, en tant qu'adultes, évidemment, qu'on le perd. Donc, en étant à leur contact, on cultive notre âme d'enfant et ça, c'est super. Et ça, je ne l'avais pas dit, du coup, je voulais le dire, mais ça répond pas à ta question. Mais non, mais Ouais. j'apprécie que tu le partages parce que je trouve que c'est un message important. Après, les pays qu'on a visités en termes de choc culturel, les histoires des pays étaient quand même souvent, tout le temps, ultra violentes. Ouais. Donc ça, tu as aussi, moi, personnellement, j'ai découvert des réalités que j'avais soit étudiées et oubliées, soit dont j'avais jamais entendu parler. Mais tu vois, par exemple, l'histoire du Salvador, moi, elle m'a beaucoup marquée. Et la découverte du pays, 3 ans après le nettoyage du pays des gangs, en fait, moi, ça m'a énormément marquée. Et j'ai passé 15 jours au Salvador.
on a passé avec mon chéri 15 jours au Salvador à parler avec tous les gens qu'on croisait sur notre route pour avoir leur avis, quoi. Ouais. Parler. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux maintenant? Comment eux le Pourquoi c'est vivent, mieux? ouais, Pourquoi c'est moins bien? Qu'est-ce ouais. que ça a changé pour vous? Et puis comprendre tous les tenants et aboutissants. C'est des pays qui ont des histoires de domination, d'ingérence, de violence, de massacre, d'extermination de culture et de population. Et ça, c'était passionnant à découvrir, quoi. Et c'est passionnant à découvrir, pas sur la page Wikipédia, mais en discutant avec les gens. Bah oui, mais absolument. C'est d'ailleurs, alors j'ai envie d'en profiter pour recommander un super podcast. Je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Autochtone. De Maud Calves. Oui. Il est génial Je parce pense que que c'est j'ai écouté. vraiment des témoignages de gens là-bas, en Amérique latine, et pas uniquement, mais principalement en Amérique latine. Ouais. Ok. Et donc, et encore une fois, ça représente pas tout. Moi, j'appelle ça un patchwork, en fait. Ça te donne plusieurs pièces du patchwork qui t'aident à comprendre un peu mieux au global. Mais voilà, en se rapprochant des gens pour de vrai. Ça, c'est un truc aussi qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas de guide. Tu sais, les Ah oui. Groutards et tout, on n'en avait pas. Ah oui, de guide donc, papier, ouais. Ouais. Et donc, en fait, tu voyages en discutant avec les gens, en croisant des voyageurs, tu te laisses guider par on nous a dit qu'il fallait aller là, Ouais. parce que c'est beau, plutôt que là. Non. Et ça change tout au voyage. Ça change tout. C'est clair, Plutôt que de suivre le guide du routard. effectivement. Même Et si autre j'aime chose bien le qu'on guide du pense. routard. Bah oui, c'est utile aussi. Cet épisode est sponsorisé par le Pas du tout. Mais bon, s'ils ont envie. Et en termes de choc culturel, Après, ça peut être des petits détails, des petites ou tu vois, des trucs que les enfants ont fait remarquer en mode: «Tiens, c'est marrant, ils font ça comme ça». Tu vois? le truc, c'est que c'était surtout, quoi. Bah ouais. C'était surtout sur la bouffe, tu sais. On s'est rendu compte que sur toute cette partie du monde, là, ils ont tous leurs crêpes. Tu vois, au Mexique, il y a le taco. Guatemala, je sais plus comment ça s'appelle. Salvador, c'est la pupusa. Costa Rica, Panama, ils ont la leur. Colombie aussi. Et ça, par exemple, ça les a fait marrer de voir qu'en fait, on mangeait à peu près la même chose. Enfin, en tout cas, la même base. C'était partout pareil. Qu'est-ce que... J'adore ces surprises interculturelles de: «En fait, je suis surpris qu'on soit pareil». Ouais. Et finalement, les enfants aussi ont une plus grande capacité que nous à voir les points communs, j'ai l'impression. Si c'est un peu une de mes, tu vois, un de mes Mais eux, ils voient pas mes apprentissages des 15 dernières années en tant que fondatrice et présidente d'une ONG qui éduque les enfants à l'interculturel, c'est que les enfants vont voir les points communs avant de voir les différences. Complètement. Ils ne voient... Même moi, je trouve que des fois, ils voient pas les différences. Je sais pas si tu te souviens, pendant les Jeux paralympiques, moi, mes gamins, ils étaient devant les épreuves paralympiques. T'avais des personnes qui faisaient du sport sans jambes. Ils le voient même pas. Ils disent: ouais, il est trop fort, il a gagné, maman, c'est le Russe qui a gagné. Et t'es là, t'as pas vu que y a un truc qui est pas comme d'habitude? Mais ils ne le voient pas, quoi. Et en fait, en voyage, c'est pareil. C'est des gens comme toi et moi, c'est des enfants comme eux avec qui ils vont jouer. C'est un ballon de foot, c'est sur la plage, c'est une planche de paddle qu'on va partager, c'est une tortue qu'on va trouver avec laquelle on va jouer au bord de l'eau. Je les ai pas trouvés tant, pas du tout. Alors c'est peut-être leur personnalité, c'est peut-être que nous on a réussi aussi à leur donner ça, mais je les ai pas trouvés peureux, craintifs. Face à une incompréhension. En fait, ils ont toujours été... se sont faufilés comme des... tu vois, partout, On quoi. revient à la notion de curiosité. En fait, si t'es curieux, t'es plus craintif. Parce que t'as envie de découvrir plutôt que de te protéger de ce que tu ne connais pas. Et ça change tout, en fait. Et j'aime bien cette idée de terminer sur cette notion de finalement, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'on est pareil. Complètement. Je trouve ça chouette. Mais même la couleur de peau, tu sais, les tout petits à l'école, ils ne voient pas, hein. Ils disent pas: ah oui, le black. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout, jamais. C'est une construction sociale, hein. C'est aussi ça, voyager dans leur regard, c'est que tu dis: bah, on est tous pareils, on est tous très blancs, on parle pas la même langue, on bouffe pas la même chose, on lit pas les mêmes trucs, mais on est tous pareils, quoi. Pour terminer, j'ai quelques questions bonus. Vas-y. Auxquelles tu peux répondre en plus rapide ou plus court. J'aime pas les questions bonus. Non, Vas-y. ouais, mais Vas-y. c'est fastoche. Est-ce qu'il y a un rituel d'un pays que tu aimes bien?
C'est pas vraiment un rituel, mais c'est un rapport à l'autre. Moi, j'aime beaucoup le tu. Quand on se dit tout de suite tu, plutôt que de passer par le vous. Je crois que c'est très français. Et moi, par exemple, en français, je n'arrive pas à dire vous aux gens, même les gens que je connais pas ou les personnes plus âgées. En fait, je dis tout de suite tu. Et en espagnol et en anglais, il n'y a pas de vous. Ou en tout cas, le vous, il est beaucoup moins usité en espagnol et en Espagne et en Amérique du Sud. Et moi, j'adore quand tu connais pas les gens et qu'on te dit tout de suite tu. Et ce que j'adore avec l'espagnol, c'est tous les petits mots. Ah, mais les Mi petits mots gentils, là, amor, mais mi oui. vida, mi cielo, que te sirvo. Et ça, j'adore. Même quand ils me connaissent pas, ils m'appellent mi amor. Moi, je fais Moi, j'adore, c'est pareil. j'adore. Moi aussi, toi aussi, tu mi amor. Cariño. C'est vrai. Là, je te rejoins là-dessus. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel de n'importe où que tu aimes, que tu as envie de partager? Moi, je suis une grande fan d'empanadas argentinas. Très bien. C'est typiquement mon genre de fast-food facile à manger et que tu as envie de... C'est tellement gourmand que tu as envie d'en manger des tonnes. Voilà, sans jamais t'arrêter. Et c'est pratique à faire et à manger. En plus. Une musique, donc ça peut être soit un style de musique, soit une chanson en particulier, mais musique, plutôt musique du monde, musique traditionnelle. Je suis très bachata en ce moment. OK. Et ça, pour le coup, tu la danses, la bachata? Alors, je la danse, mais j'aimerais bien la danser beaucoup mieux que ça. OK. Je pense que je vais peut-être m'inscrire à un cours de bachata l'année prochaine. Et alors, dernière question, qui est, tu peux me dire non, mais est-ce qu'il y a un pays que tu aimes particulièrement? J'étais très attachée, je me suis découvert très attachée au Salvador alors qu'on y a passé 2 semaines et j'ai adoré les gens qu'on a rencontrés là-bas et j'ai trop envie d'y retourner. Parce qu'il y a toute une partie, c'est un tout petit pays, hein. C'est tout petit, il y a 7 millions d'habitants. Il y a une partie qu'on n'a pas vue parce qu'on a pris notre temps et j'ai trop envie d'y retourner. Et j'ai envie de suivre l'évolution de ce pays et de ce qui va se passer parce que la situation politique est chaude. Enfin, en tout cas, ça prend pas des bonnes tournures. Donc, du coup, je me tiens au courant de ce qui se passe et j'ai envie d'en savoir plus et de prendre des nouvelles des gens qui sont là-bas. Trop bien. Eh ben, écoute, c'est la fin. C'est Oh la là là, même la fin de ma voix, comme on peut l'entendre. Merci beaucoup. Je suis Merci à trop toi. contente qu'on ait pu avoir cette discussion. Ouais. J'avais envie de l'avoir pour moi à la base. Et en plus, le fait de pouvoir la partager, c'est encore mieux. Donc, Merci à toi, Charlotte. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.